Please welcome to the stage Her Excellency, Madame Ségolène Royal, President of the 21st session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, je salue l'ensemble des personnalités présentes, les nombreux ministres, les maires des grandes villes. Je salue tout particulièrement Anne Hidalgo, maire de Paris, où s'est déroulée cette magnifique COP21. Je salue Al Gore, les personnalités, Michael Bloomberg, qui va, je crois, nous rejoindre. Vous toutes et vous tous, également, qui êtes partie prenante de cet accord de Paris. Je voudrais, en tant que présidente de la COP21, vous délivrer 3 messages très simples. Le premier message, c'est qu'avec 175 signatures, l'esprit de Paris est toujours là et notre responsabilité, c'est maintenant sa mise en œuvre. Le deuxième message, c'est que la mobilisation est en marche et que nous devons la rendre irréversible. Et le troisième message, c'est pour lancer un appel à ce que les investisseurs et les grandes villes et les territoires rejoignent la coalition du prix du carbone et la finance verte que nous avons mis récemment en place sous l'impulsion de la Banque mondiale il y a quelques jours à Washington. Alors, le premier message, nous devons passer des signatures à la mise en œuvre. C'est vrai que Paris fut un moment très émouvant et que lorsque nous sommes venus à New York, la veille, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, vous avez fait cette magnifique réunion sur les objectifs du développement durable, que l'avant-veille, il y a eu la réunion de l'Union africaine. Nous avons vu ce lien très fort entre la question climatique et la question de la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le développement durable. Et grâce à l'engagement exceptionnel du secrétaire général des Nations unies, c'est vrai que ces signatures qui n'étaient pas du tout acquises. Au mois de janvier, je me souviens avoir rendu visite à Ban Ki-moon, nous parlions d'une 50aine de signatures. Et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 175, ce qui veut dire que l'esprit de Paris est toujours là. Et ça, c'est un résultat extraordinaire, c'est une chance aussi extraordinaire à saisir. Alors, nous devons faire en sorte que cet accord soit mis en œuvre le plus rapidement possible. On pouvait craindre une démobilisation. Non seulement cette démobilisation n'est pas là, mais au contraire, on sent une accélération, une prise de conscience même de certains pays qui n'étaient pas rentrés dans cette dynamique, maintenant y entrer. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est la ratification de l'accord de Paris. C'est-à-dire lorsqu'il y aura 55 États représentant 55% des émissions. Mon objectif en tant que présidente de la COP, c'est que cet objectif soit atteint avant la fin de l'année. C'est-à-dire que l'accord rentre en vigueur avant la fin de l'année. C'est difficile, mais c'est à notre portée. Pourquoi c'est à notre portée ? Parce que les États-Unis, avec Barack Obama, et la Chine, avec le vice-premier ministre qui était venu à New York, ont déclaré vouloir ratifier avant la fin de l'année. Or, ces deux grands continents pollueurs représentent 38% des émissions mondiales. Et je fais en sorte que l'Europe reste également à l'offensive et puisse ratifier avant la fin de l'année. Et je rappellerai paradoxalement que les États qui ont déjà ratifié sont les États les plus vulnérables, et en particulier les petites îles, qui sont venus signer à New York en ayant déjà ratifié. Alors les grands continents pollueurs doivent montrer l'exemple. Et je veux que l'Europe montre l'exemple, même si c'est difficile au niveau de l'Europe, parce que nous devons encore faire le travail de répartition des efforts entre les 28 États, avec des modèles énergétiques très différents, mais nous avons la responsabilité d'y parvenir. Donc si les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe ratifient, alors nous arriverons à la COP22 avec la mise en application de l'accord de Paris, et ce sera vraiment un tour de force qui aura été réalisé. Alors d'ailleurs, la France, hier en Conseil des ministres en France, j'ai présenté le projet de loi de ratification. La France se doit de continuer à montrer l'exemple, puisque nous gardons la présidence de la COP21 jusqu'à la fin de l'année. Je veille à ce que nous faisions des efforts pour continuer à montrer l'exemple, et nous sommes le premier pays d'Europe à avoir fait adopter en Conseil des ministres le projet de loi de ratification que je présenterai au Parlement le 17 mai prochain.
Deuxième message, nous devons rendre la mobilisation irréversible. La mobilisation de tous, c'est ça aussi qui est extraordinaire dans la conférence de Paris sur le climat, c'est la mobilisation de tous les secteurs de la société, non seulement les États, les entreprises, les investisseurs, les ONG, les citoyens, mais aussi et surtout les villes et les territoires qui sont nombreuses aujourd'hui, notamment le C40, et ces villes qui ont à la fois pris à bras-le-corps cette question climatique, d'abord parce que c'est leur intérêt. N'oublions pas que les 20 plus grandes métropoles du monde sont directement menacées par la montée des océans, parce qu'elles se situent sur le littoral des grands continents, d'une part, et d'autre part parce qu'on sait que 70% des actions efficaces de la transition énergétique sont portées à des dimensions infranationales. C'est dire à quel point les villes et les territoires sont à la fois les victimes du dérèglement climatique, mais en même temps tiennent entre leurs mains les solutions. Il est impératif que les États donnent de la liberté aux territoires et aux villes comme elles le demandent pour mettre en place leur nouveau modèle énergétique. Le plan d'action Lima-Paris a créé une dynamique rassemblant plus de 10 000 villes, des régions, des entreprises, 180 pays, 70 coalitions ont été créées lors de la conférence de Paris sur le climat et pour avoir soit présidé, soit participé à une centaine d'événements pendant les 10 jours de la conférence de Paris, je puis vous dire que la mobilisation est là et que pendant la séance de signature du 22 avril, nous avons continué la montée en puissance de ces actions, puisque la coalition solaire, par exemple, s'est réunie. Il y a eu aussi une coalition sur la protection du trait de côte sur toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une réunion informelle du Conseil de sécurité sur la question des liens entre la sécurité et l'accès à l'eau. Il y a eu bien sûr des actions sur l'initiative énergie renouvelable en Afrique. Il y a eu une réunion de la coalition du bâtiment. Bref, on voit que parallèlement au processus de l'accord, il y a la montée en puissance des coalitions et vous tous ici présents dans cette salle, vous devez faire en sorte que ces actions deviennent irréversibles. Le troisième message que je voudrais délivrer pour terminer, c'est de lancer un appel aux villes et aux investisseurs pour rejoindre la coalition du prix du carbone et développer la finance verte. Nous avons 3 sujets financiers à résoudre, la finance publique, la finance privée et le prix du carbone. Sur la finance publique, beaucoup a été promis pendant la COP. Les banques multilatérales ont pris la mesure des efforts à fournir. Aujourd'hui, ce sont 40 milliards de dollars d'obligations vertes qui ont été émises l'an dernier, soit plus du double qu'en 2013. Des villes et des territoires ont déjà pris l'initiative. New York et Paris ont déjà émis des obligations vertes et toutes les villes doivent faire la même chose. La France s'est engagée à être le premier État à émettre des bons du Trésor vert, des obligations vertes, et ce sera voté lors de la prochaine loi de finances. Deuxièmement, les financements privés. Là aussi, beaucoup a été fait en peu de temps, comme par exemple la coalition pour la décarbonation des portefeuilles, puisque nous avons 600 milliards de dollars d'actifs qui dépassent largement l'objectif initial des 100 milliards de dollars. Et il reste 500 des plus gros investisseurs qui ne prennent pas encore en compte le climat. Donc s'il y en a dans cette salle, je les convie à prendre en compte le climat, puisque nous n'avons pas encore la totalité des investisseurs de la place mondiale à s'investir dans la finance verte. Et ça, c'est absolument impératif parce que de là dépendra la réussite de la lutte contre le changement climatique. Enfin, en ce qui concerne la tarification du prix du carbone, dont la France a pris l'initiative avec la Banque mondiale, nous l'avons dit à Washington il y a quelques jours, avec le Fonds monétaire international, nous l'avons dit à New York l'après-midi de la séance de signature, pour demander un prix suffisamment élevé, pour demander un prix suffisamment stable, pour demander un prix coordonné, comme le propose la Banque mondiale, pour en faire un instrument de cohésion et non pas un instrument de concurrence. Nous avons ouvert le premier panel de la coalition des leaders pour le prix du carbone le 15 avril dernier. J'ai observé avec grande satisfaction que, par exemple, le Québec, la Californie, l'Ontario ont annoncé à ce moment-là lancer un marché du carbone. À l'heure actuelle, nous avons une quarantaine de pays, 23 villes et États et 400 entreprises qui sont dans cette coalition du prix du carbone. Et donc, plus cette coalition va se structurer, plus nous pourrons mettre un prix mondial. En Europe, nous avons fixé à 30 € la tonne le prix du carbone, qui devient aujourd'hui à la fois suffisamment efficace pour faire la différence entre les énergies propres et les énergies fossiles et pour rentabiliser les investissements dans les énergies renouvelables.
Voilà, je voudrais terminer par ce proverbe africain qui dit « Seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble, nous pouvons aller loin ». Et c'est ce que je nous souhaite collectivement. Et je suis convaincue que nous en avons l'énergie, que nous en avons l'intelligence et que nous en avons la fraternité et la solidarité pour réussir à inventer le monde d'aujourd'hui et le monde de demain que les pays les plus vulnérables attendent désespérément. Et cet espoir, nous n'avons pas le droit de le décevoir. Merci beaucoup de votre engagement aux uns et aux autres.